Et si la charité n'était qu'une façade? Ce matin, à 2 heures, l'illusion de l'aide humanitaire au Sahel s'est effondrée dans le vacarme d'une porte défoncée à Gao, au nord du Mali. Pas de sacs de riz, pas de vaccins, pas de caisses de médicaments. À la place, des radios satellitaires cryptées, des cartes militaires ultra détaillées et 3 millions d'euros, en espèces, cachés dans des cartons censés contenir des pastilles pour purifier l'eau. Ce n'est pas le scénario d'un film d'espionnage, c'est la réalité qui a éclaté sous nos yeux. En réponse, l'opération Clean Sweep démarre et 15 ONG occidentales sont expulsées en une seule matinée, qualifiées de chevaux de Troie du XXIe siècle, par le capitaine Torret et ses alliés. Derrière les drapeaux bleus et les Land Cruisers blancs, que faisaient vraiment ces organisations? On nous a toujours dit qu'elles venaient sauver des vies, aider les réfugiés, nourrir les enfants. Mais les preuves saisies cette nuit racontent une toute autre histoire. Collecte de données sensibles, cartographie de population, observation discrète des positions militaires, mouvement d'argent occulte. Et pendant que les ONG circulaient librement jusque dans les zones tenues par les groupes armés, l'armée nationale, elle, était prise pour cible à chaque carrefour. Ce que beaucoup redoutaient en silence se confirme. L'aide étrangère n'était pas seulement une main tendue, mais un instrument de surveillance, de contrôle et peut-être de perpétuation de la dépendance. Accepter cela sans réagir, c'est laisser d'autres décider de notre souveraineté, de notre liberté et même du sort de nos enfants. Pour ceux qui vivent au Sahel, cela signifie des milliards détournés, une autonomie volée et la misère érigée en système. Pour ceux qui donnent depuis l'Occident, c'est la découverte amère que la solidarité peut être manipulée, que l'aide maintient parfois plus qu'elle ne libère. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la gravité de cette rupture historique, il faut remonter à l'origine de la guerre invisible menée au Sahel. Depuis des décennies, l'aide étrangère s'impose comme la seule issue. Mais à quel prix? On nous a tellement répété que, sans l'intervention des ONG occidentales, le Sahel s'enfoncerait dans la misère ou basculerait dans le chaos, qu'on en oublie presque de se demander d'où vient vraiment cette dépendance. Dans l'imaginaire collectif, les États sahéliens sont décrits comme incapables de subvenir à leurs besoins, condamnés à tendre la main vers les experts, venus de l'étranger, porteurs de solutions miracles. Mais lorsqu'on gratte le vernis de la charité, tout n'est pas aussi noble qu'on voudrait le croire. Ce qui saute aux yeux, c'est l'écart flagrant entre l'image glorieuse de l'aide humanitaire et la réalité de ses conséquences sur le terrain. Derrière les drapeaux blancs, les camps d'urgence, les distributions de riz et les réunions d'experts, on trouve souvent des zones de non-droit, surveillées de près par les groupes terroristes, où l'aide devient à la fois une aubaine logistique pour les rebelles et une source intarissable d'informations pour ceux qui veulent garder la région sous influence. Mais la vraie question, celle qu'on n'ose jamais poser, c'est pourquoi les ONG étrangères survivent-elles là où les armées nationales tombent? Pourquoi leurs convois traversent-ils les zones rouges sans jamais être touchés, pendant que les soldats locaux paient le prix fort? D'où vient cette immunité quasi magique? Peut-on encore parler de pure neutralité quand ces mêmes organisations disposent d'équipements satellites dignes d'officiers de renseignement? On a retrouvé à Gao des appareils capables d'intercepter les fréquences de la police, des liasses de devises étrangères qui servent sur le marché noir à acheter des armes. Des indices qui montrent que, sous couvert de missions humanitaires, il se joue autre chose. Une collecte systématique de données, une cartographie fine du territoire et de ses tensions, qui échappe totalement au contrôle des États sahéliens. Ce système, on le présente comme une main tendue, mais il ressemble de plus en plus à une mainmise. On invite ces sauveurs à entrer dans la maison, et sans le voir, on leur laisse le temps de noter chaque faiblesse, chaque fissure, chaque point d'accès. Continuer à croire à la neutralité absolue des ONG, c'est risquer de remettre les clés de sa propre maison à ceux qui la cartographient pour mieux la vendre ailleurs. Et pendant ce temps, en Occident, des millions de citoyens versent des dons en pensant sauver des vies. Mais pour chaque centaine d'euros envoyés, seulement une fraction minime parvient réellement aux populations. Le reste se perd dans les rouages d'un véritable complexe industriel de la pauvreté. Salaire des consultants, frais de sécurité,
logistique de luxe. Tant que la misère reste, le système tourne. Et si le Sahel se libère, c'est tout un modèle économique qui s'effondre, au détriment aussi de la dignité de ceux qu'on prétend aider. Ce n'est pas seulement une question d'argent détourné, c'est aussi une question de contrôle, d'autonomie et de vérité. Et justement, c'est dans la nuit de Gao que l'enquête va enfin révéler la véritable nature de ce système humanitaire. Derrière chaque carton de médicaments, un carnet secret de géopolitique. On imagine l'aide humanitaire comme un geste de solidarité, un pont tendu entre peuples. Mais ouvrez la boîte et regardez de plus près. Le carton contient aussi des GPS, des téléphones satellitaires, parfois même du matériel militaire discret. Depuis des années, des rapports confidentiels circulent. Lors de raids récents à Gao, les autorités ont découvert des liasses de devises étrangères, prêtes à alimenter le marché noir, et des logiciels de cartographie sophistiqués. Ces outils, officiellement destinés à distribuer la nourriture ou recenser les réfugiés, servaient en réalité à bien plus. Ils cartographiaient la position des camps, des puits, des routes, des cliniques, relevaient la fidélité des villages au gouvernement ou aux groupes rebelles. Derrière ce recensement humanitaire, une base de données ultra précise, transmise, via satellite, directement à des serveurs à Paris ou à Washington. La collecte d'informations ne se limitait pas à des fins de logistique. Les ONG, sous couvert de neutralité, récoltèrent des renseignements stratégiques pour les puissances occidentales. L'information, dans un conflit moderne, est la monnaie la plus précieuse. Savoir qui soutient qui, où sont les puits d'eau, quels axes routiers sont praticables, qui contrôle quel village. C'est posséder le pouvoir de manipuler le terrain à distance, sans soldats, sans chars. Les agences d'aide occidentales sont ainsi devenues, pour beaucoup, les yeux et les oreilles de l'Occident dans le Sahel profond, là où ni drones ni satellites ne peuvent tout voir. Mais ce n'est que la face visible de l'iceberg. Suivez l'argent. Sur 100 $ envoyés par un donateur occidental, seuls 20 atteignent les réfugiés ou les victimes. Le reste finance des consultants bien payés à Genève, des bureaux climatisés à Bamako, les frais de sécurité et des déplacements en avion privé. C'est le complexe industriel de la pauvreté. Une industrie qui prospère sur la misère, où chaque amélioration réelle menace des emplois, des carrières, des budgets. Résoudre la crise, c'est tuer la poule aux œufs d'or. Ainsi, l'aide n'est pas conçue pour résoudre la pauvreté, mais pour maintenir un seuil de souffrance supportable, une dépendance chronique qui justifie la présence étrangère et le contrôle qui l'accompagne. Pour les populations sahéliennes, le prix à payer est immense. Perte d'autonomie, avenir économique bridé, dignité collective bafouée et surveillance constante. Ceux qui résistent, qui osent réclamer un autre système, sont souvent accusés de mettre en péril la vie de leurs propres citoyens. Mais en vérité, laisser perdurer ce modèle, c'est condamner le Sahel à l'éternelle minorité, à la tutelle déguisée, à la surveillance permanente. Et pourtant, ce n'est pas seulement l'économie locale qui est verrouillée. L'influence des ONG s'immisce aussi insidieusement dans la sphère de l'information, modelant les récits, sélectionnant quelles voix portent, quels faits circulent. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand on coupe les yeux de l'Occident, que découvre-t-on vraiment? C'est la question brûlante que pose aujourd'hui le Sahel, enfermant la grande fenêtre que représentaient, depuis plus de 60 ans, les ONG occidentales. Derrière les logos bienveillants et les 4x4 climatisés, il y avait autre chose qu'une simple main tendue, une surveillance constante, une collecte méticuleuse de données et un relais d'influence pour des intérêts qui n'avaient rien d'humanitaire. Car la réalité est implacable. Sous prétexte d'évaluer les besoins ou de cartographier la pauvreté, les ONG engrangeaient des masses d'informations à double usage. D'un côté, elles alimentèrent leurs rapports et leurs demandes de financement. De l'autre, ces données devenaient de précieuses ressources pour des agences étrangères, parfois même à visée militaire. Itinéraires, réseaux de communication, vulnérabilité stratégique. Le Sahel était surveillé, analysé, disséqué, non seulement pour mieux aider, mais aussi pour mieux contrôler et intervenir. Ce soft power, c'est l'arme de l'ère moderne. Là où les soldats partent,
les ONG restent. Dès qu'un État du Sahel tente d'affirmer son indépendance, la menace surgit. Suspension de l'aide, fermeture des couloirs humanitaires, pression financière. C'est un levier silencieux, mais redoutablement efficace. Et aujourd'hui, en coupant court à ce système, le Sahel ose briser le cercle vicieux de la dépendance instrumentalisée. Mais l'Occident ne compte pas observer ce tournant les bras croisés. À peine les perquisitions lancées et les radios cryptées saisies, la riposte médiatique s'est emballée, peignant la région sous les couleurs de la catastrophe imminente. Famine annoncée, millions en danger. Voilà le scénario martelé sur les écrans du monde entier, orchestré depuis New York, Paris ou Londres. Mais qui parle des preuves retrouvées? Des millions en liquide caché, des journaux de bord codés, des transmissions secrètes. Silence radio. L'histoire qui nous est racontée n'est qu'un écran de fumée. Le vrai enjeu, c'est l'indépendance informationnelle. Dans les prochains jours, les autorités sahéliennes annoncent la publication d'extraits des preuves numériques saisies, échanges cryptés, listes de contacts, schémas de financement opaques. Une transparence radicale pour reprendre la main sur le récit et montrer à la population ce qui se tramait sous couvert d'aide. Parce qu'au fond, la bataille n'est pas seulement économique ou politique. Elle est existentielle. Qui contrôle l'information, contrôle l'avenir du pays. Couper les yeux de l'Occident, c'est refuser que d'autres écrivent notre histoire à notre place. La lutte pour l'indépendance informationnelle, ici, c'est une question de survie nationale. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de rompre avec le paternalisme qui condamnait le Sahel à tendre la main, sans jamais relever la tête. Et maintenant, alors que la propagande occidentale agite le spectre du chaos, que va-t-il se passer? Face au vide supposé laissé par les ONG, une alternative locale et souveraine émerge. Mais alors, l'aide peut-elle enfin rimer avec autonomie? C'est la vraie question qui agite aujourd'hui les rues de Bamako, les marchés de Ouagadougou, les villages du Niger. Car si l'expulsion des ONG étrangères a révélé l'ampleur du contrôle et de la manipulation, elle a aussi fait naître une opportunité historique. Celle de bâtir, pour la première fois, une aide humanitaire qui ne soit plus une laisse, mais un levier de souveraineté. La réponse du Sahel ne s'est pas fait attendre. Oubliez les convois aux logos importés et les files d'attente où l'on reçoit du pain sans honneur. Place au Sahel Relief Corps, une nouvelle agence totalement africaine, pilotée par des professionnels du pays, financée par nos propres ressources et supervisée localement, du recrutement des bénévoles à la gestion des stocks. Fini le temps où l'aide transitait via des structures opaques et des intermédiaires étrangers. Désormais, chaque franc, chaque sac de mil, chaque médicament distribué est comptabilisé, surveillé par des yeux africains. Le changement est là, palpable. Les premiers convois du Sahel Relief Corps ne sont pas arrivés dans des 4x4 climatisés frappés du logo d'une fondation étrangère, mais dans des camions réquisitionnés auprès des transporteurs du cru, chargés de céréales achetées directement aux coopératives du Sud. On ne distribue plus les surplus invendus des céréaliers européens, mais le fruit du travail des agriculteurs locaux. Résultat, l'argent reste dans le pays, la production locale est stimulée, et les villages voient renaître une économie autonome, loin du spectre de la concurrence déloyale. C'est tout un cycle vertueux qui s'enclenche. Du champ à la table, la solidarité ne se négocie plus au rabais. Ce sont aussi les jeunes, longtemps tenus à l'écart, qui s'engagent massivement comme bénévoles. Cette énergie nouvelle fait toute la différence. Elle remplace la dépendance par l'initiative, la passivité par la dignité retrouvée. L'aide n'est plus perçue comme une honte collée à la peau, mais comme une responsabilité partagée. Aujourd'hui, dans les villages de Gao ou de Mopti, la solidarité n'est plus une importation. C'est une production maison, un acte de fierté. Mais ne soyons pas naïfs. Cette révolution dérange. Les pressions internationales s'intensifient déjà. Menaces de sanctions, gel d'avoirs, campagne médiatique sur l'abandon du Sahel. L'Occident veut faire croire à un isolement mortel, à la famine orchestrée par la rupture. Pourtant, ce que les caméras étrangères refusent de montrer, c'est le potentiel immense qui se libère enfin.
Le plus grand danger? Ce n'est pas le manque d'aide, c'est le retour insidieux de la dépendance, par la peur, le chantage ou la promesse d'un retour sous la tutelle internationale. Face à ce choix historique, une question s'impose à nous tous, Sahéliens ou amis du Sahel. Saisirons-nous l'occasion de bâtir notre prospérité sur nos propres forces, ou laisserons-nous la peur nous replonger dans la misère instrumentalisée par d'autres? La dignité ne se négocie pas, elle s'arrache, un acte à la fois. Le Sahel, aujourd'hui, préfère la fierté du pain gagné à la passivité du don humiliant. Et ce modèle, s'il réussit, peut inspirer tout un continent. Alors, le Sahel sera-t-il victime d'un isolement fatal, ou bien le pionnier d'une nouvelle indépendance? Le ménage est fait, mais la vigilance commence. Ce n'est pas parce que les ONG étrangères ont été expulsées que l'histoire s'arrête là. Au contraire, c'est maintenant que tout commence vraiment. Pendant des décennies, d'autres décidaient à notre place, dans des salons climatisés, avec des graphiques sur notre misère et des campagnes de communication sur notre dignité perdue. On nous répétait que sans la générosité occidentale, sans le sauveur blanc, nous étions condamnés à disparaître sous la poussière du désert. Mais aujourd'hui, ce mythe s'effondre. Le rideau est tombé sur l'ère de la mendicité. Nous avons vu les preuves. Des radios cryptées cachées parmi les médicaments, des liasses de billets non déclarés, des carnets de comptes où près d'un tiers des fonds servaient à cartographier nos terres et à collecter des données, au lieu de sauver des vies. Ce n'était pas de la charité, c'était de la surveillance. Sous prétexte d'aide, on renseignait, on infiltrait, on préparait l'avenir à notre insu. Et chaque sac de riz distribué servait surtout à acheter le droit de nous observer, de décider quand et comment nous devions sortir de la faim. Mais le Sahel a tranché. L'opération de nettoyage n'est pas un repli, c'est une renaissance. Nous avons créé notre propre structure d'entraide, le Sahel Relief Corps, gérée par des Africains pour des Africains. Désormais, l'argent des dons ne paye plus des consultants venus d'ailleurs. Il irrigue nos champs, finance nos écoles, nourrit nos enfants. Les cartes qui partaient à Paris servent maintenant à planifier notre développement, pas à alimenter des rapports d'influence. La logique de dépendance, ce cercle vicieux entretenu par la solidarité intéressée, est brisé. À sa place, on sème les graines d'une vraie autonomie. Mais attention, tout cela ne tient que si nous restons lucides. Il ne suffit pas de fermer la porte aux ONG pour être libre. Ce n'est pas parce que le cheval de Troie est dehors que la menace a disparu. Les anciennes puissances, vexées, continueront d'agiter le spectre de la catastrophe humanitaire, de la famine, de l'insécurité, pour tenter de nous faire plier. Les médias occidentaux crieront au vide créé par notre souveraineté. Ils essaieront de faire oublier que ce vide, c'est eux qui l'entretenaient pour mieux nous contrôler. À vous qui regardez, je le dis, manquer ce tournant, c'est risquer de perdre à jamais le contrôle de notre destinée. Si nous laissons la peur nous pousser à rouvrir grand les portes aux anciens mécanismes, nous redeviendrons prisonniers d'un système où l'aide n'est qu'un autre visage de la domination. Mais si nous tenons bon, si nous investissons cette énergie libérée dans l'éducation, l'agriculture, la santé, alors, pour la première fois depuis des générations, l'avenir du Sahel ne se décidera plus ailleurs. Il sera façonné ici, par nous et pour nous. Il ne s'agit pas de nier l'utilité de la solidarité, ni de fermer les yeux sur nos difficultés. Mais il est temps de refuser la misère instrumentalisée, de préférer la fierté à la charité, de choisir la construction lente et exigeante de l'autonomie à l'illusion d'un secours permanent. La dignité retrouvée vaut plus que n'importe quel chèque venu d'ailleurs. Et quand nos enfants nous regarderont demain, ils ne verront plus des assistés, mais des bâtisseurs. Soyons lucides, soyons vigilants. La maison est propre, le futur nous appartient.